Bonjour Michel, on est content de vous voir de passage dans nos studios et justement, toujours preneur de votre avis sur les unes de l'actualité. Ce qui a fait la une de l'actualité récemment, c'est la ville de Trappes avec deux Lemaire, Didier Lemaire, le professeur, et puis Monsieur Lemaire, qui a lui aussi été sous le feu de l'actualité. Alors, on aimerait reconnaître votre analyse sur cette... Est-ce que vous avez été plutôt Didier Lemaire ou plutôt Monsieur Lemaire? S'il fallait prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais c'est peut-être pas l'enjeu immédiat. En tout cas, revenons au cœur de cette histoire. Comment vous avez vu ces jours passés derniers sur cette affaire de Trappes? Oui, il faut choisir. Je dirais que je suis du côté de mon collègue, pas parce qu'il est mon collègue, même si je ne suis plus enseignant dans le lycée où j'ai longtemps et heureusement enseigné. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai quitté. J'ai été 20 ans prof, mais en même temps, ça peut peut-être faire 20 ans, je ne sais pas, enfin, quelque chose comme ça. Donc je m'imagine bien ce que c'est devenu, à partir de ce que je sais de ce qui fut. Donc je n'ai pas les moyens personnellement de vérifier ce que dit ce collègue, mais j'ai tendance à le croire. J'ai tendance à le croire quand on sait ce qu'on sait sur Trappes. J'ai lu pas mal de choses, je me suis informé sur ce sujet-là. Il a fait quelques papiers que j'ai lus. Il lit des choses qui me paraissent sensées. Ça me paraît évident qu'effectivement, dans son cours, parce que c'est le cas dans pas mal de cours en France, et on le sait, il y a des idées qu'on ne peut plus proposer ou présenter parce qu'elles sont systématiquement interdites, du simple fait qu'elles sont ces idées-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas question même d'en débattre. C'est-à-dire que si vous faites un cours sur Darwin, par exemple, ça me paraît normal qu'en classe de philo, on puisse enseigner l'origine des espèces en expliquant ce que dit Darwin. C'est quand même un moment important dans l'histoire des idées que de dire un jour que finalement il y a un continuum entre l'animal et l'homme et que nous ne pouvons plus faire de la métaphysique comme on en faisait jadis. Donc c'est incontournable. On ne peut pas ne pas faire un cours de philo sans parler de Galilée, de Kepler, de Copernic. On ne peut pas faire un cours de philo sans parler de, je sais pas, de Pasteur, du vaccin, de la génération spontanée. Enfin, si la philosophie c'est l'art de penser le réel, il faut bien que le réel soit quelque part dans ce cours. Et si effectivement on ne peut pas parler de religion, on ne peut pas parler de science, on ne peut pas parler d'un certain nombre de sujets, parce qu'effectivement la liberté, l'égalité, la fraternité, la philosophie des Lumières, tout ça c'est interdit, il me paraît normal qu'un professeur de philosophie puisse être fatigué, pour d'autres énervé, et qu'il puisse même éventuellement faire savoir, dans la presse, avec un livre, avec un papier, avec je sais pas quoi, n'importe quel type de militantisme, nous dire « Voudriez-vous voir le réel ?» Il y a tellement de philosophes qui se soucient peu du réel, je veux dire qu'il y a quand même une espèce de jurisprudence Rousseau il explique quand même à un moment donné, il dit, mais c'est sidérant, commençons par écarter les faits. Et puis après, on va pouvoir penser. C'est assez sidérant qu'un philosophe puisse dire on va écarter les faits, parce que si on écarte les faits, à ce moment-là, on commence à fantasmer un homme naturel, en nous disant que c'est une hypothèse, puis cette hypothèse, elle devient vraie, puis après, l'homme naturel a existé, il était bon, etc. On se dit, mais attendez, si on part des faits plutôt que de les écarter, alors à ce moment-là, on pourra penser le réel. Et Didier Lemaire me semble dire des choses qui relèvent du simple bon sens, du constat, il nous dit ce que sont les faits. Et d'un seul coup, tout le monde lui tombe dessus en disant islamophobe, personnage dangereux, etc. Plus les techniques habituelles qui consistent à discréditer le personnage ou à éventuellement chercher la virgule mal placée. Il dit, voilà, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus de café mixte, il n'y a plus de coiffeur mixte, etc. Et on va chercher un coiffeur qui n'est pas mixte, on dit, monsieur, vous dites qu'il n'y a pas de coiffure mixte, il y a un coiffeur mixte, tout ce que vous dites est faux. Vous dites que les bars sont interdits aux femmes, une femme est entrée dans un bar, c'est la preuve qu'elle peut entrer dans tous les autres bars, etc. Donc il y a une espèce de paralogisme perpétuel qui consiste à dire vous avez mal placé la virgule de sorte que la totalité de votre texte est inaudible, parce qu'effectivement il dit des choses qu'il faudrait penser. Or, il dit tout haut ce que nombre de gens pensent tout bas. Il y a quand même quelque chose aussi de très intéressant à commenter, c'est que dans un établissement du Sud, des professeurs ont refusé à 100%, je ne sais pas si c'est un collège ou un lycée, mais enfin que leur établissement prenne le nom de Samuel Paty. 100% des profs. On se dit, mais enfin, 100% des profs refusent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont peur. Et quand quelques-uns ont parlé, alors on a eu des syndicats de gauche, etc., qui nous ont dit, mais enfin, on va quand même pas transformer notre lycée en cible, ou notre école en cible. Il y a déjà une rue qui s'appelle, ou c'est non, il y a déjà une rue Beltrame, et c'est pas la peine d'en rajouter, etc., etc. Tout le monde y va pour justifier sa dénégation, son déni.
Et je trouve que ce sont des rousseauistes d'une certaine manière, ils écartent les faits. Et là, d'un seul coup, ce professeur nous dit « je n'écarte pas les faits, je vous dis ces faits sont là ». Évidemment, la meilleure façon de dire que tout ça est faux, que ça procède d'un personnage qui dit tout, n'importe quoi, on met en cause une fragilité psychique, le fait qu'il aurait tendance à, etc. L'attaque ad hominem, je trouve que c'est évidemment indigne et que ce qu'il a dit mérite le débat. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez pensé du préfet Jean-Jacques Brault, le préfet des Yvelines, qui fait savoir que lui, il travaille avec le maire très très bien, qu'il fait dans la dentelle à Trappes, et que ce professeur saccage son travail. Est-ce que vous pensez que c'est la place d'un préfet d'être une dentelière? Je pense que les préfets sont des gens qui obéissent. Et que je ne sais pas quelle est la part des préfets qui ont désobéi à Vichy, par exemple. Ce serait très intéressant de savoir. Mais il y a un moment donné où, effectivement, on peut lire ou relire Sophocle et puis aller voir ce que sont les leçons d'Antigone. Et il y a un moment donné où on se dit, bon, je suis là pour obéir, mais est-ce que je dois obéir au mensonge? Est-ce que je dois obéir au travestissement? Est-ce que je dois obéir à ce politiquement correct qui consiste à dire que le réel n'a pas eu lieu? Lui, il est payé pour ça. Son métier consiste à dire ce que le chef de l'État dit est vrai, ce que le gouvernement dit est vrai, et même si moi-même je pense autre chose ou autrement, je défends ces thèses-là. Donc je n'attends pas des préfets qu'ils tiennent des discours intelligents, ce sont des gens qui obéissent, et en tant qu'ils obéissent, ils sont d'ailleurs là pour ça, ils ont été nommés pour cette raison-là, il n'a jamais fait que son travail en défendant non pas le réel, mais l'idéologie. C'est un homme d'idéologie, le préfet, toujours. Et alors, monsieur le maire, justement, lui a été jusqu'à distribuer des tracts pour dénoncer les agissements de ce professeur, tracts qui ont été distribués à l'intérieur même de l'école, qui est sacro-sainte, justement, établissement qui ne supporte pas d'ordinaire d'être ainsi rentré en politique, quoi. D'ordinaire, on fait bien attention à ce que la politique ne s'invite pas dans les cours de récréation. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce maire qui dénie le droit à ce professeur de parler et qui le désigne comme étant finalement un agitateur? Oui, alors je ne suis pas très au fait du dossier, mais enfin j'ai cru comprendre qu'il avait des problèmes avec la justice, ce monsieur le plus loin maire. Dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux être discret. C'est-à-dire que si on est impeccable, on peut effectivement donner des leçons à des gens. Si on n'est pas impeccable, je pense que le mieux, c'est de se taire. Et puis, c'est d'éviter de ne pas respecter la loi. C'est-à-dire qu'au moins, le professeur de philosophie respecte la loi. Quand ce maire, quand il s'en vient distribuer des tracts dans le lycée, ne respecte pas la loi. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui, semble-t-il, aurait été hors la loi sur des questions électorales. Mais enfin, ça, c'est son élection a été invalidée, voilà, en tout cas. C'est ça. Et puis qui recommence et qui est en délicatesse quand même avec le droit. Nietzsche disait, ce qui me gêne, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Eh bien, on peut imaginer que quelqu'un qui s'est déjà illustré de cette manière-là n'est pas le mieux placé pour donner des leçons sur ce que nous dit ce professeur de philosophie. Alors évidemment, après, il reste l'attaque ad hominem, en disant ce monsieur est fragile, ça reste à prouver, ce monsieur dit n'importe quoi, ça reste à prouver. Enfin, moi, j'ai fait aussi l'objet de ce genre d'attaque au moment de mon livre sur Freud. Quand on ne sait pas attaquer les arguments, on dit qu'il a tort, et puis après, quand on répond à ce genre d'arguments en disant qu'on a raison parce qu'on a 2 ou 3 biscuits à proposer, eh bien à ce moment-là, on met en cause le sérieux, la probité, la moralité, et puis quand c'est pas possible, eh bien là, on dit « Ah, vous savez, psychologiquement, il est très fragile, etc. etc. » Mais est-ce qu'il y a un dynamomètre qui nous permet de dire aujourd'hui ce professeur est psychologiquement fragile, de sorte qu'il ne faut pas l'écouter? Je pense que Rimbaud était aussi psychologiquement fragile, Verlaine aussi probablement, et Van Gogh et Gauguin, et probablement Beethoven lui aussi, et Wagner également. Enfin bon, il y a chez les gens qui sont artistes, au sens noble du terme, probablement des fragilités qui sont des forces. Et cette façon de criminaliser la pensée d'un homme en supposant qu'il serait psychologiquement fragile est assez honteux, mais c'est assez bien dans l'esprit de l'époque qui ne veut pas qu'on pense et qu'on réfléchisse le réel. Alors si vous en êtes d'accord, Michel, je propose à nos amis abonnés et aux autres, à tous ceux qui regardent nos vidéos, que nous fassions connaissance avec Didier Lemaire prochainement et peut-être ici, sur le plateau de Front Populaire, l'inviter pour discuter avec lui. Oui, je pense que c'est une bonne idée de faire un portrait
de Didier Lemaire, parce qu'aujourd'hui, les médias font dire, font faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez 15 minutes d'enregistrement. Sur ces 15 minutes d'enregistrement, en fonction de ce que vous allez couper, monter, vous allez pouvoir faire dire aux personnages ce que vous voudrez qu'ils disent. Et on sait bien que les journalistes sont des idéologues, que des chaînes de télévision sont là pour défendre des idéologies. Et on peut évidemment démarrer en disant il va falloir que vous faisiez de ce personnage-là un personnage, je ne sais pas quoi, fourbe, lâche, méchant, enfin je parle de manière générale. Ou alors faites-moi un héros, faites-moi, etc. Faites-moi un héros, faites-moi un salaud. Je ne sais plus s'il faut qu'il y ait un ville ou quelqu'un du tribunal révolutionnaire qui disait donnez-moi trois mots d'un homme et je vous l'envoie à la guillotine. Eh bien, on en est toujours là. C'est-à-dire qu'on va toujours trouver qu'ici, il aura dit que, là, il aura écrit que si vous mettez ça en relation, c'est aussi ce que l'autre aura dit, ce qui veut dire qu'il est bien dans une mouvance complotiste, etc., etc. Et moi, je crois que ce qui serait bien, c'est de faire un vrai portrait en lui disant dites-nous qui vous êtes. Quel est votre milieu, ce qu'étaient vos parents, comment vous avez rencontré la philo, ce que vous avez fait en philo, est-ce que vous avez eu un maître en philo, quel était-il, avez-vous fait une maîtrise, un master, sur quel sujet, quels sont vos philosophes de prédilection, êtes-vous plutôt kantien que nietzschéen, etc. Comment en êtes-vous arrivé à enseigner ici, etc. Pour qu'on puisse avoir le portrait d'un personnage, qu'on puisse savoir à qui on a affaire, plutôt que d'avoir l'icône que telle ou telle chaîne d'information continue auront fabriqué. Eh bien, parfait. L'invitation est lancée et je donne rendez-vous à nos amis de Front Populaire prochainement sur cette antenne.